Bonjour la beauté. Après un marathon de 2 jours avec des substances, le briquet de Jake se casse et il n'en trouve pas d'autre chez lui. Comme son colocataire ne répond pas à sa demande d'emprunter un briquet, Jake finit par sortir. En arrivant au magasin, c'est le désordre et il n'y a aucun employé. Il laisse alors de l'argent pour le briquet et s'en va. Sur le chemin du retour, il remarque enfin qu'il n'y a pas une seule personne ni une voiture dans les rues et il pense alors que c'est Noël. En arrivant au parc et ne trouvant aucun oiseau, il devient évident que c'est le deuxième jour de l'incident. Soudain, Jake sent une odeur nauséabonde et reste choqué en découvrant un corps sans vie sous un banc du parc. Après une vérification supplémentaire, il prend son téléphone pour appeler le 911. Mais il aperçoit un autre corps sur un autre banc. Terrifié, il court vers la maison familiale. Mais personne n'ouvre la porte, alors il doit entrer par l'arrière. Il monte à l'étage en courant et reste bouleversé en découvrant que son père et sa belle-mère sont morts. Ensuite, il vérifie la chambre de sa demi-sœur, mais elle n'y est pas. Désespéré, il continue de tenter d'utiliser son téléphone, mais il reçoit un message enregistré mentionnant une urgence nationale et demandant aux gens de ne pas dormir. Lorsqu'il arrive dans le salon, il trouve une cabane de couverture indiquant une soirée pyjama. Jake regarde à l'intérieur et découvre que sa sœur et ses amies sont mortes elles aussi. Traumatisé, Jake court dehors et vomit avant de tenter de tout attribuer au marathon de substances. Il est interrompu par Sam qui confirme que tout est réel et lui dit de ne pas dormir car c'est ainsi que les gens meurent. À partir de ce moment, ils commencent à passer du temps ensemble et à entrer dans des maisons vides pour s'amuser en utilisant des injections d'adrénaline pour rester éveillés. Ils se lient également d'amitié avec d'autres survivants comme Lily et Rachel qui ont déjà perdu leurs inhibitions au 5e jour. Finalement, ils décident d'économiser les injections et le groupe commence à utiliser les médicaments pour le TDAH de Sam. Cela les maintient éveillés, mais le manque de sommeil affecte clairement leur corps. Lily se dispute fréquemment avec ses hallucinations et Rachel essaie toujours de la réconforter. Un après-midi, Rachel sort de la chambre pendant seulement 2 secondes et Lily finit par s'endormir. Jake essaie de la réveiller avec une injection, mais rien ne se passe. Rachel s'effondre et commence à pointer du doigt le fait que les médicaments ne fonctionnent plus, tout comme la caféine et les cigarettes. Elle décide qu'ils ont besoin d'une dose plus forte et part en voiture pour chercher des médicaments, tandis que Jake et Sam couvrent le corps de Lily avec un tapis Twister. Soudain, les garçons réalisent que Rachel est partie avec le sac contenant tous les médicaments. Alors, ils prennent une autre voiture pour la suivre. Pendant qu'ils roulent à grande vitesse, Jake commence à s'endormir. Alors, Sam doit prendre le volant et arrêter la voiture. Ensuite, Sam pousse Jake sur le siège passager et prend la place du conducteur, continuant à suivre Rachel tout en conduisant très maladroitement. Désespéré de garder Jake éveillé, il prend un tournevis et poignarde la jambe de Jake. Cela réveille immédiatement Jake, qui aperçoit un avion dans le ciel, se demandant s'il est réel. Lorsque la voiture est enfin sur le point de rattraper Rachel, l'avion apparaît au détour du chemin et Sam doit dévier et arrêter la voiture avant de percuter. Après cela, les garçons vont vérifier le pilote Ellis qui leur dit qu'il a visité 8 villes en 3 jours et que c'est la première fois qu'il voit un enfant. L'avion est maintenant en panne, alors Ellis partage quelques-uns de ses médicaments avec les garçons et accepte de les accompagner à l'hôpital le plus proche. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent les corps de nombreuses personnes malades, mais également un groupe de survivants. La Deur Ali leur donne un peu d'adrénaline et soigne la blessure de Jake tout en expliquant qu'elle essaie d'étudier l'incident, mais qu'elle n'a toujours pas de réponse. Après avoir vérifié les dossiers des patients pour confirmer que tous sont morts au même moment, Ellis partage son histoire. Il pilotait un avion lorsque l'incident s'est produit et un médecin parmi les passagers qui étaient restés éveillés a également confirmé que tout le monde est mort instantanément, tout comme les patients d'Ali. Ellis a visité de nombreuses villes et a toujours trouvé des gens paniqués, tandis que les journalistes annonçaient la même heure de décès. Cependant, à Newark, quelqu'un a mentionné 2 secondes de plus. Avec une théorie en tête, Ellis a commencé à voler plus loin et à vérifier chaque hôpital, remarquant une différence d'1 seconde dans chaque État. En effectuant ce compte à rebours, il essaye de trouver le point d'origine qui doit se situer quelque part à l'ouest d'ici. Jake, Sam, Ali et son amie Sarah décident de l'accompagner pour trouver une réponse. Alors, un flashback montre comment l'incident s'est produit du point de vue d'Ali. De nombreuses personnes malades ont commencé à mourir dans leur lit et l'équipe de nuit s'est précipitée pour les aider, mais rien ne fonctionnait. Au 2e jour, Ali a commencé à rationner les médicaments et a aidé
aider le personnel à rester éveillé tout en continuant à recevoir des appels de personnes désespérées, demandant de l'aide et en étudiant les corps pour trouver des indices. Au troisième jour, Ali est dévastée en voyant la Deidre Lex partir en voiture, essayant de trouver quelqu'un, mais elle n'est jamais revenue ni n'a répondu aux messages radio. De retour au présent, Ali continue de vérifier la radio de la voiture juste par précaution. Le groupe n'arrête pas de bâiller, alors Sarah partage quelques piments fantômes extrêmement épicés qui les aident à rester éveillés. Après quelques heures de route, ils voient un grand nuage de fumée et sont bouleversés de découvrir que l'hôpital local a pris feu. À ce moment-là, Jake se rappelle que cette ville est ancienne et que la morgue se trouve dans le commissariat. Ils s'y rendent donc. Au commissariat, ils sont choqués de trouver une rave en cours remplie de toutes sortes de débauches. Lorsqu'ils essayent d'entrer dans la morgue, un homme leur bloque l'accès, exigeant un mot de passe. Ellis le menace violemment et le groupe est autorisé à entrer, mais Sarah veut faire une pause à la fête. Jake dit aux autres de continuer pendant qu'il s'occupe d'elle. Tandis que le duo danse, Ellis et Ali vérifient les registres, découvrant que l'heure de la mort était d'une seconde de plus, et commencent à croiser les informations sur une carte pour trouver leur prochaine destination. Dallas, Sam trouve les casiers des corps et voit un fêtard en choisir un pour dormir, abandonnant enfin. À ce moment-là, Jake aperçoit une hallucination de sa sœur et commence à la suivre dans le bâtiment, où une blonde fêtarde explique qu'ils organisent la fête ici à cause de toutes les substances confisquées par la police au fil des années. La femme souffle une poudre joyeuse sur le visage de Jake qui s'enfuit en voyant son ancien tuyau de pipe. Soudain, il commence à halluciner de nouveau et voit sa sœur avec toute sa chambre, déclenchant une conversation sur les problèmes familiaux de Jake qui le met mal à l'aise. Sa sœur commence à pleurer et une lumière brillante fait disparaître l'hallucination. Alors Jake court dans une autre pièce. Sur la piste de danse, Sarah se rend compte qu'elle a été laissée seule et qu'elle a perdu le sac à dos contenant les médicaments, ce qui provoque un effondrement chez elle. De retour avec Jake, il hallucine maintenant sur la fois où sa sœur lui a rendu visite en prison lorsqu'il a appris que leur mère était morte. Un Jake furieux commence à se plaindre de leur père qui maltraitait leur mère. Lorsqu'il frappe contre la fenêtre, il sort de l'hallucination et se remet à courir. Après avoir traversé les danseurs, il entre dans une autre hallucination où il trouve le corps sans vie de sa sœur dans la cabane de couvertures et s'y accroche, s'excusant de ne pas avoir été là pour elle. Il revient finalement à la réalité quand Sam le trouve et ensemble, ils partent chercher Sarah pour la trouver morte dans un fauteuil. Ali est très bouleversé par cela et blâme Jake, refusant de l'écouter. Ellis annonce qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance et propose de l'abandonner. Mais Sam défend Jake et convainc les autres de rester ensemble. Quelques heures plus tard, la radio capte enfin quelque chose. Un message de Lex disant qu'elle a trouvé le remède à Austin. Ellis veut encore trouver le point d'origine. Alors il part seul tandis qu'Ali, Jake et Sam suivent l'enregistrement. Un autre flashback montre que Dave a survécu à la nuit de l'incident parce qu'il était resté éveillé tard pour travailler. Le lendemain matin, il a dû enterrer son chien, ce qui l'a poussé à consommer des substances de manière excessive tout en regardant plusieurs écrans à la fois dans l'espoir de recevoir des nouvelles. Il a commencé à perdre la tête et a même frappé un miroir, se blessant la main et réalisant que la douleur l'aidait à rester éveillé. Au troisième jour, il s'est infligé plusieurs blessures pour continuer. Au quatrième jour, Dave était couvert de sang et d'ongles errant hors de chez lui. Lorsqu'il a vu une fille dans la rue, il l'a poursuivie, l'a plaquée au sol et l'a battue à mort. De retour au groupe d'Ali, il roule lorsque Jake se distrait et heurte accidentellement quelque chose, faisant percuter la voiture contre un arbre. Ali saigne et est sur le point de s'évanouir. Alors les garçons la sortent et lui versent de l'alcool dans les yeux pour la maintenir éveillée. Sam retourne à la voiture pour chercher de l'eau et aperçoit dans le rétroviseur quelqu'un les observant depuis un pont. Mais lorsqu'il regarde directement, la personne a disparu. Jake remarque qu'ils ont percuté quelqu'un qui est tombé du pont, ce qui n'a pas de sens car il est plus facile de mourir en dormant. Soudain, Ali vomit et entend un bruit aigu indiquant qu'elle pourrait avoir une commotion cérébrale. Les garçons bandent sa tête et la portent. Sam mentionne qu'il a vu quelqu'un et se demande si c'était un assassin. Mais Jake pense qu'il serait illogique de jeter un corps. Après une longue marche, ils arrivent dans une ville et Ali vomit de nouveau, hallucinant de la musique. Pendant que Sam s'occupe d'elle, Jake part chercher de l'aide et est troublé de trouver plusieurs crânes suspendus aux arbres. Il aperçoit également une personne qui l'observe avec le visage peint et en essayant de s'éloigner
s'éloigner. Il est bloqué par un étranger masqué. Au même moment, Ali s'effondre presque, mais les personnes des crânes la trouvent à terme. Ali est emmenée dans une église où elle reçoit un remède maison qui la réveille immédiatement. Le père Julio explique que son groupe est en plein festival en hommage aux morts et s'excuse de les avoir effrayés avec leur jeu. Le groupe est invité à rester aussi longtemps qu'ils en ont besoin et Julio présente Sam à d'autres mineurs de son âge. Ali inspecte les ingrédients du remède et remarque qu'il contient des vers expliquant son goût désagréable. Sam se lie d'amitié avec une fille nommée Carmen qui lui fait rencontrer un homme aveugle et son chien guide qui reste éveillé pour veiller sur lui. Soudain, le chien commence à aboyer furieusement et les mineurs retournent à la fête. Tout à coup, Dave bondit sur Carmen et la poignarde, ce qui pousse Sam à briser une chaise sur sa tête. Avant que Dave ne puisse réagir, Julio ouvre le feu, le forçant à fuir, tandis que certaines personnes le poursuivent. Julio emmène Carmen à l'intérieur, mais Ali ne peut pas faire grand-chose, car la fille a besoin d'un chirurgien, et elle n'en est pas une. La tête d'Ali commence également à lui faire mal, alors qu'elle entend de nouveau le bruit aigu, et Julio fait de son mieux pour la calmer. Après avoir bu un peu de remède, Ali accepte d'aider et demande à Julio et Sam de tenir Carmen pendant qu'elle fait des points de suture sans anesthésie. Pendant ce temps, un adolescent est retrouvé par Dave et tué en quelques secondes. À l'église, l'électricité s'éteint soudainement et Julio doit réparer le générateur. Il remarque du sang et suit la piste jusqu'à ouvrir une porte d'où sort Dave. Un combat éclate et tandis que les deux hommes se battent dans la pièce, l'arme de Julio se décharge dans l'obscurité. Ali et Sam entendent le coup de feu et emmènent Carmen dans la salle avec les bougies de prière où ils sont retrouvés par Dave. Il se distrait en remarquant le chien dans la pièce et tente de se connecter avec lui, mais le chien s'enfuit. En pleurant, Dave est sur le point d'attaquer, mais le chien revient avec Jake, qui commence immédiatement à frapper Dave avec un tuyau. Julio arrive alors, vivant et indemne, heureux de voir le méchant mort. Le lendemain matin, le groupe se prépare à partir dans une nouvelle voiture et propose à Julio de les accompagner. Cependant, Julio refuse, expliquant qu'il a envoyé 2 personnes à Austin il y a 2 jours, mais qu'elles ne sont jamais revenues ni n'ont donné de nouvelles. En cadeau d'adieu, Julio offre son arme à Jake. Pendant ce temps, Ellis arrive finalement à Dallas qui semble prospérer. Dans une ville voisine, Bill croit voir plusieurs personnes marcher avant de s'effondrer mortes, mais ce n'est qu'une hallucination et il continue. Un peu plus tard, il quitte la ville avec sa petite amie Nicole et s'arrête à une station-service où il voit un homme arriver et se faire soudainement tirer dessus. Alors que les tirs continuent, le couple se cache derrière une voiture et Bill demande à Nicole de surveiller dans le rétroviseur pendant qu'il se lève pour inciter le tireur à tirer à nouveau. Bill se cache à temps et Nicole parvient à repérer la fenêtre dans le bâtiment voisin d'où proviennent les tirs. À ce moment-là, les lumières s'éteignent et un homme ouvre la porte de la station-service. Le couple court pour le rejoindre en esquivant une autre balle. Une fois la porte verrouillée, il rencontre Ellis qui travaille avec le hacker Jeffrey. C'est lui qui a coupé l'électricité. Ellis explique qu'un tireur empêche quiconque d'entrer ou de sortir de la ville, ce qui les a piégés là depuis plusieurs jours. Ensuite, il rencontre Beth, son frère John et son mari Colin, qui partagent quelques injections avec eux. Lorsque Bill et Nicole partagent l'emplacement du tireur, Ellis décide qu'il est temps de l'affronter. Pendant que l'un d'eux sort pour distraire le tireur, Ellis et Colin tendent une embuscade à celui-ci et le forcent à reculer. Elle s'appelle Meredith et c'est une fusilière navale. Pendant que Bill lui administre une injection, elle explique qu'elle ne tire que sur les psychopathes et qu'elle a essayé de tirer sur Bill et Nicole parce qu'elle les avait vus avec l'autre homme. Le groupe ne lui fait toujours pas confiance, alors elle agit rapidement pour désarmer Colin et Ellis, puis prend Colin en otage avec une arme cachée. Elle exige qu'on la laisse circuler librement et propose de servir de guide pour Dallas afin de chercher des réponses ensemble. Le groupe n'a pas d'autre choix que d'accepter. Ensuite, chacun partage les informations qu'il a. Bill et Nicole sont venus pour avoir le rendez-vous parfait avant de mourir. Jeffrey a suivi un oiseau, pensant que c'était un présage, car il ne cessait de voler sans s'arrêter. La famille de Beth est venue ici parce que la nuit de l'incident, elle a été réveillée par un appel d'un numéro avec l'indicatif régional de Dallas et les initiales SC. Une voix lui a dit « Ne dors pas » juste avant que l'incident ne se produise. Jeffrey essaie de tracer le numéro mais découvre qu'Internet est coupé bien qu'il fonctionnait 1 heure auparavant. Bill utilise les Page Jones et découvre que le numéro appartient
tient à la maison de retraite Sandy Creek, ce qui correspond aux initiales. Ils s'y rendent. Le bâtiment est vide à l'exception de plusieurs cadavres, mais Meredith trouve une caméra de surveillance et il vérifie les enregistrements. Beth ne reconnaît personne et, à leur grande surprise, personne n'est mort au moment de l'incident. Jeffrey souligne qu'il est facile de falsifier des numéros de téléphone avec la technologie actuelle et Ellis, furieux, brise une télévision. Cela donne une idée à Bill qui vérifie à nouveau la vidéo. Le message d'urgence est apparu à la télévision exactement au moment de l'incident, comme s'ils étaient préparés. Le groupe décide que leur prochaine destination est la station de diffusion. À ce moment-là, Nicole s'endort presque, mais il la réveille. Attends, Bill annonce qu'il en a assez et dit au groupe de continuer sans lui. Soudain, Meredith pointe son arme, remarquant que Bill a pris son injection à elle, mais c'est Nicole qui s'endort. Elle réalise qu'elle n'a jamais vu Bill prendre quoi que ce soit pour rester éveillé. Bill explique qu'il souffre d'insomnie fatale familiale, une condition rare qui l'empêche de dormir et le tuera dans un an. Cela provoque également des hallucinations et des délires. Meredith pense qu'il est parfait pour des missions pour l'instant, mais il choisit de partir avec Nicole. Le couple partage un excellent dîner et regarde un film au cinéma, où Nicole se détend enfin. Lorsque le groupe arrive à la station, ils errent dans l'obscurité jusqu'à ce qu'une lumière vive s'allume dans leur visage. Une voix masculine leur ordonne de partir ou il ouvrira le feu. Meredith tire sur la lumière pour prouver qu'il bluffe. Il rencontre le présentateur Alonzo qui explique qu'il n'était pas à la station la nuit de l'incident et que le message d'urgence était déjà là quand il est arrivé. Ces derniers jours, il a tenté d'informer les gens avec son équipe qui est désormais morte. La théorie d'Ellis est que le signal d'urgence cause les morts, alors il force Alonzo à montrer comment éteindre la station. Pendant ce temps, le groupe d'Ali arrive à Austin et s'arrête devant un bâtiment mystérieux. Ils voient plusieurs personnes s'enfuir, poursuivis par des gardes qui leur tirent dessus. Jake soupçonne que ces gens ont capturé Lex et l'ont forcé à envoyer un faux message de guérison pour attirer plus de victimes. Ali veut s'en assurer, alors ils élaborent un plan. Ils approchent du bâtiment en sous-vêtements pour paraître faibles et innocents. Deux gardes confirment que Lex est avec eux et les laissent entrer. Une fois nettoyés, Ali retrouve Lex, révélant qu'elles sont en couple. Elles s'embrassent, mais Ali gifle aussi Lex pour être parti sans prévenir. Lex parle alors de la guérison et administre une injection à Sam qui s'endort instantanément. Et il commence à rêver de la nuit de l'incident, lorsqu'il était resté éveillé tard pour regarder un film osé. Son père était rentré peu après à la maison et l'avait envoyé dans sa chambre avant de s'endormir sur le canapé. Tous ces rêves font que Sam parle et bouge pendant son sommeil. Lex explique que les cauchemars sont l'un des effets du remède. Elle le réveillera dans 10 minutes avant que cela ne devienne dangereux, ce qui signifie que ce n'est pas vraiment une cure permanente, mais simplement un moyen de gagner du temps. Ali et Jake finissent également par recevoir une dose. Jake commence à rêver de Sarah, qui essaye de lui apprendre à danser. Ils sont interrompus par la fêtarde blonde et la sœur de Jake, qui insiste pour qu'il avoue à Sarah qu'il est responsable de sa mort. La sœur commence à lui montrer des corps, révélant celui de Lily, qui le blâme également pour sa mort, ainsi que Sam. À ce moment-là, la fréquence cardiaque de Jake commence à augmenter et son corps se met à trembler. Lex et Ali essaient de le stabiliser, mais bientôt son pouls s'arrête. Alors qu'Ali pleure sa perte, Lex, épuisé, décide de se supprimer avec une arme, mais ce n'est qu'un rêve d'Ali. Lorsqu'elle se réveille, tout le monde va bien. Plus tard, Lex et un garde rencontrent le docteur Abrams, un chef particulièrement rude, qui explique qu'il a besoin de plus de cobayes. Le garde remarque que la dernière fois qu'elle est allée chercher des volontaires en ville, cela ne s'est pas bien passé. Abrams lui dit alors d'utiliser la force si nécessaire. De retour à Dallas, Alonzo guide Jeffrey et John jusqu'au générateur et Colin jusqu'aux interrupteurs électriques à l'aide d'une radio. Lorsque les batteries s'épuisent, Ellis tente d'appuyer sur un bouton pour tout éteindre d'un coup, mais une alarme se déclenche, verrouillant toutes les portes et piégeant l'équipe. Meredith essaie de tirer sur la porte, mais le verrouillage est à l'épreuve des balles. Alonzo parvient à sortir de la pièce avant que la porte ne se referme et cherche ses cigarettes pour rester éveillé malgré la douleur. Il avoue qu'il les a délibérément mal guidés, car il estime que les gens ont besoin de sa voix et que la transmission ne doit pas être coupée. À ce moment-là, Colin se jette sur Alonzo et commence à le frapper. Mais Alonzo réussit à attraper un stylo et à lui planter dans le cou avant de l'étrangler avec un câble de souris. Avec un plan en tête, John et Jeffrey remettent le générateur
réfrigérateur en marche, ouvrant les portes. Alonzo s'assoit devant la caméra pour lire les nouvelles et Beth lui tire une balle dans la tête en direct à la télévision nationale. Jeffrey fait ensuite griller tout le système électrique, coupant enfin la transmission. Maintenant, ils doivent décider qui va dormir pour tester le remède. Un flashback montre Jeffrey sortant avec ses amis après l'incident et comment l'oiseau s'est posé sur leur table en criant vers eux. En se rappelant cela dans le présent, Jeffrey se porte volontaire pour le test. Il s'endort rapidement et cesse bientôt de respirer, ce qui pousse les autres à courir pour lui administrer une injection. Malheureusement, cela n'a aucun effet et Jeffrey meurt. Beth panique, furieuse que John soit mort pour rien et décide qu'elle veut dormir. Meredith court alors après elle pour l'en empêcher. Refusant d'abandonner, Ellis continue d'analyser la situation et John souligne que le signal est maintenant coincé dans les satellites, comme un fantôme. Pour vraiment l'arrêter, il devrait détruire tout le réseau satellite, ce qu'il pourrait faire au centre spatial de la NASA à Houston. Ellis s'apprête à informer les femmes du nouveau plan, seulement pour découvrir que John est avec elle, ce qui signifie qu'il était en train d'halluciner. Meredith a décidé qu'elle veut aussi dormir, alors Ellis accepte de les escorter jusqu'à un hôtel pour partir avec style. De retour à Austin, un Slade furieux prépare des armes, cherchant à se venger d'Abrams pour avoir tué son fils. Il kidnappe une femme et commence à la frapper avec un marteau pour qu'elle lui révèle comment entrer dans l'installation. Pendant ce temps, Lex effectue des tests sur le sang de Sam et informe qu'il a une mutation lui permettant de nécessiter très peu de sommeil. Lex mentionne qu'Abrams a d'autres tests en tête et Sam accepte d'aider. Plus tard, alors que Jake cherche Sam, il découvre une salle contenant des boîtes remplies de vêtements pour enfants et des accessoires appartenant aux personnes envoyées par le père Julio. Pendant ce temps, Ali examine les radiographies des cobayes et réalise que la plupart sont des cerveaux de mineurs, ce qui est étrange car elle n'a vu aucun enfant dans l'installation. Jake entre également dans la pièce pour montrer des preuves qu'il tue des mineurs, mais Lex défend l'expérience, expliquant que seuls les mineurs peuvent supporter cela et que c'est pour le bien commun. Jake et Ali demandent où est Sam et se précipitent pour le trouver, interrompant juste à temps l'injection d'Abrams et lui révèlent la vérité sur les mineurs tués. Sam change d'avis sur sa participation et tente de partir, mais Abrams l'attrape et fait remarquer que tout le monde mourra bientôt de toute façon, donc ces expériences ne peuvent pas être tenues responsables. Jake, furieux, menace Abrams avec un extincteur. Abrams relâche Sam, mais lorsqu'ils se retournent, ils trouvent leur chemin bloqué par Lex et deux gardes. Ali est bouleversé en apprenant que c'est Lex qui a poussé Sam à accepter cela, mais avant qu'ils puissent discuter, un coup de feu retentit et les radios des gardes signalent qu'un intrus dangereux a pénétré dans l'installation. Alors que les gens paniquent et courent dans le bâtiment, Slade abat plusieurs gardes jusqu'à ce qu'il encercle Jake, Ali et Sam. En voyant un enfant, il hésite et leur permet de s'échapper. Alors que le trio fuit, Slade trouve Abrams qui tente d'utiliser la logique pour expliquer qu'il n'a techniquement commis aucun meurtre. Slade lui hurle d'arrêter d'utiliser des mots compliqués pour le distraire et lui ordonne de se taire. Abrams écrit alors sur un papier: « Ne laissez pas votre fils mourir en vain et vous allez tuer le reste de vos amis. » Lorsque Abrams suggère qu'ils pourraient aider l'humanité ensemble et tend la main, Slade baisse son arme, mais Abrams lui injecte soudainement le nouveau remède, le tuant instantanément. À l'extérieur, le trio monte dans une voiture et Lex s'approche pour réexpliquer que tout cela est fait pour le bien commun et que ces mineurs seraient morts de toute façon. Ali demande à Lex de les rejoindre, mais Lex refuse et sort une arme, ordonnant à Ali de retourner à l'intérieur. À ce moment-là, Jake apparaît derrière Lex avec une arme et la désarme rapidement, tandis qu'Ali met fin à leur relation. Le trio part et Sam révèle qu'il a volé un peu du remède, ce qui devrait les maintenir éveillés un moment, avant qu'ils ne décident d'aller à Dallas pour retrouver Ellis. En parlant d'Ellis, il est dans un hôtel en train d'enregistrer un message pour le groupe d'Ali, leur disant adieu avant de se préparer à dormir avec les autres. Le lendemain matin, Meredith se réveille, ce qu'elle savait déjà qu'il arriverait. Après avoir passé un appel radio à une équipe qui l'attendait, elle aperçoit l'oiseau de Jeffrey et lui parle comme si elle le connaissait, lui disant qu'il rentre à la maison. Ainsi se termine la première saison de Davey Shaw, une série de science-fiction et de mystère de 2016. Je vous attends pour la prochaine vidéo.